Pierre Moreau lance une tournée de témoignages dans les villages voisins pour sortir la communauté de l'isolement. Grâce à ses compétences d'orateur développées comme professeur d'histoire, il raconte leur expérience d'autonomie et inspire d'autres groupes. Son succès déclenche un mouvement d'expansion qui inquiète Morrison et transforme leur expérience isolée en véritable réseau de résistance. Épisode 9. Bonne écoute. L'aube du 15 novembre 2037 se lève sur un paysage de guerre. Depuis sa position d'observation sur la colline qui surplombe le village autonome, Jin Woo scrute l'horizon avec des jumelles récupérées. À 26 ans, l'ancien programmeur blockchain a développé une compréhension intuitive des systèmes et des réseaux qui va se révéler cruciale dans les heures à venir. Au loin, il distingue les premiers signes de ce que Morrison a baptisé l'opération réinitialisation. Convois militaires convergents vers 16 points différents, hélicoptères de surveillance quadrillant la région, antennes de brouillage dressées sur des camions spécialisés. Morrison a décidé de frapper toutes les communautés autonomes simultanément, espérant les écraser avant qu'elles puissent coordonner leur défense. « Thomas, » dit Jin dans son émetteur-récepteur artisanal, « ils arrivent. Formation standard d'encerclement, 3 colonnes de véhicules, estimation 40 hommes par colonne, arrivée d'ici 2 heures. » La voix de Thomas crépite dans l'appareil. « Bien reçu, Jin. Statut des autres communautés ?» Jin consulte sa carte annotée, fruit de semaines de travail de coordination. Montclair-le-Haut signale la même chose, Valfleur aussi. Sainte-Marie-des-Bois ne répond plus depuis 1 heure. Thomas comprend immédiatement l'ampleur de la menace. Morrison frappe partout en même temps. Il veut nous empêcher de nous coordonner. C'est exactement ça, confirme Jin. Tactique classique, diviser pour mieux régner, sauf qu'il sous-estime quelque chose. Jin sourit en regardant son système de communication improvisé. Il pense en termes de réseau centralisé. Nous, on fonctionne en réseau distribué. Depuis 3 semaines, Jin a mis en place ce qu'il appelle modestement un système de communication de secours. En réalité, c'est une révolution silencieuse dans l'art de coordonner des groupes dispersés, sans infrastructure technologique moderne. L'idée lui est venue en observant les fourmis dans les jardins du Dr Reeves. Ces insectes arrivent à coordonner des opérations complexes sans chef central, sans communication électronique et juste par un système de signaux simples mais efficaces. Si les fourmis peuvent le faire, s'était dit Jin, pourquoi pas nous ? Il a commencé par cartographier méticuleusement tous les villages et communautés inspirés par les récits de Pierre. 16 groupes au total, répartis dans un rayon de 100 km autour de leur village. Puis il a établi ce qu'il appelle des nœuds de relais, des points hauts, collines, clochers, châteaux d'eau, d'où des observateurs peuvent transmettre des signaux visuels ou sonores. Le système repose sur 3 principes fondamentaux que Jin a tirés de ses années d'études des réseaux informatiques. Redondance, chaque message peut emprunter plusieurs chemins différents, si un nœud tombe, les autres prennent les relais automatiquement. Simplicité, les codes utilisés sont volontairement basiques, lumière, fumée, son, pour que n'importe qui puisse les comprendre et les transmettre. Adaptabilité, le réseau peut se reconfigurer en temps réel selon les circonstances. Jin, crépite la voix d'Elena dans l'émetteur. Vous êtes sûr que votre système va fonctionner sous pression ? Jin vérifie une dernière fois ses équipements, miroirs de signalisation, fumigènes artisanaux, sifflets à ultrasons, fanions de couleurs. Elena, j'ai passé 2 ans à concevoir des systèmes centralisés résistants aux pannes. La technologie change, les principes restent les mêmes. Marcus intervient depuis le village. Jin, donnez-nous vos instructions. Comment on coordonne la défense ? Jin sort sa carte maîtresse. Un schéma complexe mais lisible qui ressemble à une toile d'araignée géante. Chaque communauté devient un nœud de calcul. Au lieu de prendre des décisions centralisées, on va fonctionner comme un cerveau distribué. Vous pouvez m'expliquer ça simplement ? Demande Catherine. Jin prend le temps d'expliquer son concept révolutionnaire. Imaginez que chaque village soit un neurone dans un cerveau géant. Quand Morrison attaque un village, ce neurone envoie un signal d'alarme à tous ses voisins. Ceux-ci adaptent immédiatement leur comportement et renvoient l'information plus loin. Et concrètement ?
Eh bien, si Montclair-le-Haut se fait attaquer, ils allument 3 feux de signalisation sur leur colline. Valfleur voit les signaux, comprend que l'ennemi arrive par le nord-est et adapte sa défense en conséquence. En même temps, Valfleur transmet l'info vers Sainte-Marie-des-Bois qui prévient les villages suivants. Dr Reeves, qui écoute les communications depuis son poste de soins, comprend l'analogie. « Oh, c'est comme un système nerveux. Chaque cellule transmet l'information aux cellules voisines. » « Exactement, docteur. Et le plus beau, c'est que Morrison ne peut pas couper ce réseau. Il faudrait qu'il neutralise tous les nœuds simultanément, ce qui est impossible. » Pierre, qui coordonne l'évacuation des non-combattants, pose la question pratique. « Jean, vos signaux, ils portent sur quelle distance ?» En conditions optimales, 15 km pour les signaux lumineux, 8 km pour les signaux sonores, mais avec les relais, on peut couvrir toute la région. Sarah, qui supervise l'organisation des communications internes, ajoute « Et les codes, tout le monde les connaît ?» Jean sourit. « J'ai passé 2 semaines à les enseigner. Code couleur pour les types d'attaque, code sonore pour les directions, code lumineux pour les effectifs. C'est simple et efficace. » Le système de Jean repose sur une base de 12 signaux différents, combinables à l'infini. Signaux de fumée, couleur et intensité indiquent le type de menace. Les signaux lumineux, fréquence de clignotement pour les effectifs ennemis. Signaux sonores, séquence de sifflets pour les directions d'attaque. Signaux gestuels, mouvements de fanion pour les coordinations tactiques. L'avantage, explique Jean, c'est que Morrison peut brouiller nos radios, couper nos téléphones, pirater nos ordinateurs, mais il ne peut pas empêcher un homme d'allumer un feu ou de souffler dans un sifflet. Thomas coordonne depuis le centre de commandement improvisé dans l'ancienne bibliothèque. « Jean, on applique votre plan. Donnez-nous le top départ. » Jean regarde sa montre. 7h30. Dans ses jumelles, il voit les premiers véhicules de Morrison qui approchent de Montclair-le-Haut. « C'est parti. Activation du réseau. Maintenant !» Il allume le premier signal. 3 fumigènes rouges disposés en triangle sur la colline. Le code signifie « Attaque imminente, formation d'encerclement, effectif important ». Immédiatement, d'autres signaux s'allument dans le paysage. Sur la colline de Valfleur, 2 feux verts répondent. Message reçu, adaptation en cours. Plus loin, Sainte-Marie-des-Bois fait clignoter un projecteur. Relayage vers secteur Est. « Incroyable !» murmure Marcus en observant le spectacle depuis le village. On dirait un gigantesque système nerveux qui s'éveille. Elena, fascinée par l'efficacité du système, commente « Jean, votre réseau fonctionne mieux que tous les systèmes de communication militaires que j'ai connus. » « C'est parce qu'il est conçu différemment, » explique Jean en surveillant les signaux. « Les systèmes militaires classiques sont hiérarchiques. Le commandement central donne des ordres que les unités exécutent. Mon système est horizontal. Chaque nœud peut prendre des initiatives et les partager avec les autres. » C'est exactement ce qui se passe en temps réel. À Montclair-le-Haut, confrontés à une attaque par le nord, les défenseurs découvrent une faiblesse dans le dispositif ennemi. Les véhicules de Morrison évitent soigneusement la zone marécageuse à l'ouest, et immédiatement ils transmettent cette information cruciale via les signaux lumineux. Jean traduit le message. Montclair signale, ennemi et Vinzo du Mid-Ouest. Faille tactique exploitable. Thomas comprend immédiatement. Si Morrison évite les marécages partout, on peut prédire ses axes d'attaque. Oui, tout à fait, confirme Jean. Et regardez. Sur sa carte, il montre comment cette information se propage de village en village. Valfleur adapte immédiatement sa défense en fortifiant la lisière sud de ses marais. Sainte-Marie-des-Bois fait de même. En quelques minutes, toutes les communautés du réseau ont intégré cette découverte tactique. C'est de l'intelligence collective en temps réel, commande Marcus, admiratif. Jean approuve. Chaque village apprend des expériences des autres. Morrison fait face à un ennemi qui devient plus intelligent à chaque minute. Les signaux continuent de fuser dans toutes les directions. Un clignotement rapide depuis le nord-est indique que Sainte-Marie-des-Bois a trouvé un moyen de retarder l'avance ennemie en sabotant une route. Cette technique est immédiatement partagée et adaptée par les autres villages. Catherine, qui observe le balai des signaux, s'émerveille.
Jean, comment avez-vous appris à organiser tout ça ? Eh bien, en étudiant les réseaux décentralisés, répond Jean tout en ajustant ses jumelles. Bitcoin, Internet, les essaims d'oiseaux, les colonies de fourmis, tous ces systèmes fonctionnent sans chef central. Mais comment se coordonnent-ils ? Par des règles simples appliquées localement. Chaque élément suit quelques règles de base et l'intelligence émerge de l'interaction entre tous ces éléments. Dr Reeves, qui écoute depuis son poste médical, fait le parallèle. C'est comme le système immunitaire. Chaque cellule suit des règles simples, mais ensemble elles créent une défense intelligente. Voilà, s'exclame Jean. Notre réseau, c'est le système immunitaire du mouvement autonome. Et effectivement, le système fonctionne comme un organisme vivant. Comme Morrison réussit à neutraliser le nœud de communication de Sainte-Marie-des-Bois, le réseau se reconfigure automatiquement. Les villages voisins intensifient leurs signaux pour compenser la perte et l'information continue de circuler par d'autres chemins. « Jean, dit Thomas avec admiration, Morrison ne comprend pas à quoi il fait face. »« Non, confirme Jean. Il attaque comme si nous étions un système centralisé, avec des points faibles à exploiter. Il ne réalise pas que nous sommes devenus un organisme distribué. » La preuve arrive vers 10h30. Les forces de Morrison, habituées à des ennemis qui se défendent chacun dans leur coin, découvrent avec stupéfaction que leurs adversaires semblent coordonnés par télépathie. Quand ils contournent Montclair-le-Haut par l'est, ils trouvent Valfleur prêt à les accueillir. Quand ils changent de tactique pour attaquer Valfleur par le sud, Saint-Martin-des-Prés les attend déjà. « Comment ils font ?» grésille la radio interceptée de Morrison. « Ils ne peuvent pas communiquer, on a coupé toute leur communication. » Jean sourit en entendant la frustration de son ennemi. Morrison pense encore en termes du XXe siècle. Il cherche des antennes radio, des câbles, des satellites. Il ne voit pas qu'on communique comme nos ancêtres, avec des feux, des fumées et des signaux. Marcus, qui calcule en temps réel l'efficacité du système, est bluffé. « Jean, votre réseau transmet l'information plus vite que les radios militaires de Morrison. » Parce qu'il est direct, pas d'intermédiaire, pas de hiérarchie, pas de protocole complexe. L'information va directement du point A au point B par le chemin le plus court. Vers midi, l'attaque de Morrison commence à s'essouffler. Ses forces, pensées pour des opérations rapides contre des cibles isolées, se trouvent confrontées à un ennemi qui apprend, s'adapte et contre-attaque de manière coordonnée. « Jean !» appelle Helena depuis son poste d'observation. « Je vois des véhicules de Morrison qui se replient. Ils abandonnent l'attaque sur Valfleur. » Jean vérifie les signaux. Effectivement, Valfleur signale par 3 fumées blanches, ennemi en retraite, victoire locale. Mais ce qui fascine Jean, c'est la réaction en chaîne qui suit. Voyant que Valfleur a repoussé l'attaque, Montclair-le-Haut adapte immédiatement sa propre stratégie. Au lieu de subir passivement le siège, il passe en mode offensif, harcelant les forces de Morrison avec des actions de guérilla. « Regardez ça !» dit Jean en montrant sa carte. « Montclair contre-attaque, ce qui oblige Morrison à redéployer ses forces. Sainte-Marie-des-Bois en profite pour faire une sortie. Saint-Martin-des-Prés, il lance une diversion. » « C'est de la stratégie militaire en temps réel, observe Pierre admiratif. « Non, corrige Jean, c'est mieux que de la stratégie militaire. C'est de l'adaptation collective. Chaque village réagit aux actions des autres et aux réactions de l'ennemi. Le tout forme une intelligence supérieure à la somme de ses parties. » Thomas comprend l'ampleur de ce qui se passe. « Jean, Morrison fait face au premier réseau de résistance vraiment distribué de l'histoire. » « Et il ne sait pas comment combattre ça, confirme Jean. Ces tactiques sont conçues pour affronter des armées hiérarchiques avec des chaînes de commandement qu'on peut briser. Nous, on n'a pas de chaîne de commandement, on a un réseau. » En début d'après-midi, la situation bascule définitivement. Les villages les plus éloignés, qui n'étaient pas directement attaqués, commencent à recevoir les signaux de détresse et se mobilisent. Sans attendre d'ordre, ils organisent des colonnes de secours qui convergent vers les zones de combat. Morrison se retrouve dans la situation du général qui attaque 16 cibles en même temps et découvre que ces cibles peuvent s'entraider instantanément. « Jean !» crépite la radio de Robert. « Je capte des communications de Morrison. Il demande des renforts d'urgence.
Trop tard, répond Jean en observant les signaux qui continuent de danser dans le paysage. Son plan reposait sur la rapidité et l'isolement de ses cibles. Il a perdu les deux avantages. Sarah, depuis son poste de coordination des communications internes, signale « Jean, je reçois des messages de villages qu'on ne connaissait même pas. Votre système s'étend au-delà de notre réseau initial. » Et comment ça ? Oui, des communautés qui ont entendu parler de nous grâce à Pierre, et qui ont appris vos codes de signalisation, et qui se joignent spontanément à la résistance. Jean comprend que son système a créé quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Un réseau auto-expansif. Comme un virus informatique, mais bienveillant, ces codes se propagent de village en village, créant spontanément de nouveaux nœuds de résistance. « Mes amis, dit-il dans son émetteur, nous ne combattons plus pour notre seule survie. Nous combattons pour prouver qu'un autre modèle d'organisation sociale est possible. » Dr Reeves, qui soigne les quelques blessés de la journée, ajoute « Jean, vous avez créé plus qu'un système de communication. Vous avez créé un nouveau modèle de société. » Comment ça, docteur ? Oui, une société sans chef central, où l'intelligence émerge de la coopération locale. C'est révolutionnaire. Catherine, toujours observatrice, note. Et c'est exactement ce qui fait peur à Morrison. Pas nos jardins potagers ou nos ateliers d'artisanat. C'est notre capacité à organiser sans hiérarchie. En fin d'après-midi, Morrison capitule. Pas officiellement, mais factuellement. Ses forces se replient vers leur base, abandonnant une opération qui devait durer quelques heures et s'enlise depuis 8 heures. « Jean, appelle Thomas, pouvez-vous demander un bilan à tous les villages ?» Jean active la séquence de signaux pour le rapport de situation. En quelques minutes, les réponses affluent de partout. Montclair-le-Haut, victoire complète, aucune perte. Valfleur, ennemi repoussé, 3 blessés légers. Saint-Martin-des-Prés, attaque repoussée, matériel ennemi capturé. Et ainsi de suite pour les 16 communautés. Bilan final, annonce Jean. 0 village perdu, 17 blessés légers au total. Opération Morrison en échec complet. Une clameur de joie s'élève de tous les postes de communication. Pour la première fois depuis des mois, les communautés autonomes ont non seulement résisté à Morrison, mais l'ont battu sur le terrain. « Jean, dit Thomas avec émotion, vous avez fait l'impossible. Vous avez transformé 16 villages isolés en une force coordonnée capable de battre une armée moderne. » Jean regarde sa carte ou continue de clignoter les signaux de victoire. « Thomas, j'ai juste appliqué les principes que j'ai appris en programmant. La vraie victoire, c'est qu'on a prouvé que l'intelligence collective peut battre l'autorité centralisée. » Marcus, fasciné par les implications mathématiques, calcule. « Jean, votre système a traité plus d'informations en une journée que tous les ordinateurs de Morrison réunis. C'est parce qu'il traite l'information différemment. Au lieu de centraliser puis redistribuer, il laisse chaque nœud traiter localement et partager les résultats. » Elena comprend l'enjeu politique. « Jean, vous venez d'inventer une nouvelle forme de démocratie, directe, décentralisée, en temps réel. Escalable, ajoute Jean. Plus on ajoute de nœuds, plus le système devient intelligent. » Dr Reeves, philosophe, conclut. « Jean, vous avez redécouvert quelque chose que l'humanité avait perdu, la capacité à agir collectivement sans avoir besoin d'un chef. » Ce soir-là, les 16 villages organisent simultanément des fêtes de la victoire. Les signaux lumineux continuent de danser dans la nuit, mais cette fois pour transmettre des messages de joie et de fraternité. Jean, épuisé mais heureux, range ses instruments de signalisation. Autour de lui, le village célèbre non seulement la victoire militaire, mais la naissance d'une nouvelle forme d'organisation humaine. « Jean, lui dit Sarah en rangeant les équipements de communication, vous croyez que Morrison va recommencer ?» Jean regarde les lumières qui clignotent encore dans le lointain, ces 16 points lumineux qui forment maintenant un réseau indestructible. « Eh bien, Morrison peut toujours essayer, mais il ne pourra plus jamais nous prendre par surprise. » Et pourquoi ? Parce qu'on ne forme plus 16 villages isolés, on forme un seul organisme intelligent, réparti sur 100 km. Chaque attaque contre une partie renforce l'ensemble. Thomas, qui fait le bilan de la journée, comprend l'ampleur du changement. Vous avez transformé notre résistance en révolution.
Non, Thomas, j'ai juste donné les outils. C'est vous tous qui avez fait la révolution. Pierre, toujours pédagogue, ajoute: Jean, il faudra enseigner votre système, le transmettre, l'améliorer, l'adapter. J'ai déjà commencé, répond Jean en montrant sa carte. Regardez, d'autres signaux apparaissent, des villages qu'on ne connaissait pas, qui ont appris nos codes et nous rejoignent. Catherine observe avec fascination. Votre réseau grandit tout seul ? Comme tous les bons systèmes distribués, il s'auto-réplique, s'auto-améliore, s'auto-étend. Marcus, calculateur, pose la question cruciale. Mais Jean, à ce rythme, dans combien de temps votre réseau couvrira-t-il tout le territoire ? Jean sourit en regardant les nouvelles lumières qui s'allument chaque minute dans le paysage. D'après la progression que j'observe, 6 mois, peut-être moins. Et alors ? Alors Morrison devra choisir. Négocier avec un réseau qu'il ne peut plus détruire, ou voir son système centralisé s'effondrer face à notre intelligence distribuée. Cette nuit-là, Jean s'endort en écoutant le murmure des communications qui continuent entre les villages. Des conversations libres, spontanées, créatives, le bruit d'une intelligence collective qui s'éveille. Il a créé plus qu'un système de communication, il a donné naissance à une nouvelle forme de conscience collective distribuée et indestructible. Et demain, cette conscience sera encore plus grande, encore plus intelligente, encore plus libre.